Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Sissi Zhang, qui est directrice juridique de Madbox. Bonjour Sissi. Bonjour Romain. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté cette invitation au podcast L'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Tu es la première directrice juridique que je reçois, puisque jusqu'à présent, j'ai reçu des notaires et des avocates. Et un directeur juridique. En tous les cas, on est ravis de te recevoir dans nos locaux. Écoute, on va démarrer tout de suite. Première question, Sissi, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sissi, je suis directrice juridique de Madbox et juriste unique en même temps. Donc, un studio de développement et de publishing de jeux vidéo pour mobile. J'ai grandi en région parisienne, je suis née en Chine. Je suis venue en France à l'âge de 4 ans avec ma mère pour rejoindre mon père qui faisait à cette époque sa thèse en France. D'accord. Donc voilà, j'ai vraiment grandi dans deux cultures. Je ne sais pas du tout ce que j'avais envie de faire dans la vie, de ma vie. Donc j'ai beaucoup tâtonné. Je voulais être archéologue à la base. Moi, au lycée, c'était mon kiff, bercé par Indiana Jones, Sidney Fox, enfin bon, toutes les séries des années 90-2000. Et donc, j'ai voulu m'inscrire à la fac d'archéo à la base, en sortant du lycée. Mes parents n'étaient pas du tout chauds. Rien à voir avec le droit. Comme deux bons parents très, axé études académiques et puis statut social entre guillemets. Donc ils m'ont dit écoute, évidemment tu fais ce que tu veux, hein, mais on pense que de baquer ta carrière d'archéologie avec peut-être un background un peu plus classique, par exemple du droit ou médecine ou ingénieur, voilà, pour rester un peu dans les clichés, ce serait pas mal. Et ils m'ont fait rencontrer en fait un de leurs amis qui était archéologue et qui bossait à l'UNESCO à cette époque et qui a eu un peu le même discours en disant c'est vrai que archéologie c'est une filière très saturée. En revanche, ce qui est intéressant, ce sont les synergies entre droit et archéologie et par exemple tout ce qui est préservation du patrimoine mondial. On recherche toujours des avocats en droit international du patrimoine pour tout ce qui est typiquement transfert de biens, rapatriement de biens culturels volés, ce genre de choses en fait. Ok, non mais c'est très bien. Donc tu fais cette rencontre. Je fais cette rencontre. Il m'explique, voilà, c'est vrai que c'est pas bête, hein, le sentiment de tes parents d'essayer d'avoir un peu des deux parcours. Et donc je dis bon, très bien, ça fait quand même deux échos qui me poussent entre guillemets vers le droit. En tout cas à moitié vers le droit. Et au moment où je farfouille sur Parcoursup, à l'époque c'était, je sais même plus comment ça s'appelle, la Bible des formations, je tombe sur une formation qui est une bi-licence droit, histoire de l'art et archéologie. D'accord. Qui est dispensée par Paris 1 et qui s'adresse normalement en premier lieu aux commissaires-priseurs. Parce que pour être commissaire-priseur en France, il faut avoir un double diplôme. Oui, en histoire de l'art et en droit. En histoire de l'art et en droit, au moins un master 1, en tout cas pour préparer le concours. Et à la base, cette formation est dédiée à ces personnes, mais plus généralement en fait à toutes les personnes qui postulent, parce que c'est sur dossier. Donc je me dis bingo, je peux à la fois creuser ma passion pour l'archéologie et en même temps faire plaisir entre guillemets à mes parents en leur disant au pire si vraiment ça foire en archéologie ou en histoire de l'art, je pourrais rebifurquer en droit à tout moment et voilà. Du coup tu rassurais tes parents. Du coup je me suis conformée, voilà exactement, c'était vraiment conformisme avec cette formation. Est-ce que tu penses que c'est lié à ta culture, le conformisme ? Clairement. Mes parents ont fait un parcours très... Ma mère était diplomate en Chine, mon père était ingénieur, il l'est toujours. Pour eux, c'est vraiment... les études, c'est tout. Études, travail. En Chine, à cette époque-là, il y avait que ça, en fait, entre guillemets, dans la vie. Évidemment, ensuite, ils sont venus en France et ils ont pris beaucoup de recul par rapport à cette culture. Mais à la base, c'était très pense à ta carrière et puis pour le reste, on verra ensuite. C'était un peu ça. Les loisirs, les amis, les petits copains, etc. C'est bien, mais d'abord, pense à ta carrière et pour le reste, on verra. Donc, à la base, aujourd'hui, ils ont changé, hein, mais
Tu les as fait changer. Je les ai fait changer. Mon petit frère en a bénéficié après moi. Mais du coup, quand j'étais au lycée et quand j'ai commencé à mes études, c'était clairement l'état d'esprit. Ok. Bon, bah super. Bah écoute, merci pour ce bref présentation de ton parcours, en tout cas, de pourquoi tu es parti faire du droit, voilà, ton début de parcours. Exactement. Et c'est toujours marrant parce que je trouve qu'il y a toujours pas mal de personnes qui arrivent au droit un peu par hasard. Complètement. C'est pas tout le temps une vocation évidente des directeurs juridiques fiscaux au début. Hein, ils ont fait du droit parfois parce qu'ils savaient pas trop quoi faire. Exactement. Ou parce que, comme toi, ils pensaient à faire autre chose puis ils sont bifurqués vers le droit. Donc non, c'est intéressant. Est-ce que du coup tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, c'est mon premier podcast. Ah. Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir choisi l'entrepreneur du droit pour inaugurer ton premier podcast. Bah, c'est gentil. Je pensais pas du tout que le parcours ce que j'allais dire aurait un quelconque intérêt. Mais en y repensant, je me suis dit que ce serait justement intéressant de partager une expérience d'une personne qui a eu un parcours pas forcément linéaire, tout tracé entre guillemets en droit. Le fait que pour devenir avocat ou même juriste, directeur juridique ou autre, on peut avoir bifurqué entre-temps, décidé de consacrer une ou plusieurs années sabbatiques à faire complètement autre chose. Ouais. C'est ce que j'ai fait. J'étais donc avocat fiscaliste chez Deloitte, tâche Deloitte. D'accord. En fiscalité, je fais un jump là d'un coup de... Ok, donc là, tu es en train de répondre à ma question, comment tu arrives au poste que tu occupes aujourd'hui. Oui, mais alors, c'est très bien, allez, on y va. mais voilà, ok, je reviendrai du coup sur la participation, mais oui, alors en tout cas montrer qu'on peut innover, mais y compris dans les méthodes et pas forcément dans les outils. Ouais. Donc développer une solution pour... gérer des données dans le cadre du RGPD, etc., ou trouver une nouvelle solution de management de contrat, effectivement, c'est nécessaire. Et je trouve qu'on a besoin de ce type d'innovation, mais également toute une partie d'innovation qui est un peu plus intangible sur comment diffuser la culture juridique, comment faire les landboarding, par exemple, de nouveaux juristes, simplement recruter également des nouveaux juristes, comment améliorer ou comment se comporter différemment vis-à-vis de la relation client. En tout cas, tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait aussi partie de l'innovation juridique au sens large. Et c'est ça dont j'avais envie de parler. Ok. Alors du coup, est-ce qu'on peut refaire un petit retour sur comment t'es arrivée, directrice juridique de Madbox ? Parce que là, on est parti donc de la licence droit histoire de l'art. De la licence droit histoire de l'art à directeur juridique de Madbox. Donc, il s'est passé pas mal de choses entre-temps. En effet. Et ça, du coup, ça va vraiment intéresser les auditeurs et les auditrices. Comment t'es arrivé au poste que tu occupes ? Comment ça s'est passé ? Voilà. Est-ce que tu peux nous rentrer dans le détail de tout ça ? Donc, je reprends mes valises. Ouais. Je suis de nouveau à Paris 1, Sorbonne, site dans le 13e, Pierre Mendès France, pour ceux qui visualisent un peu le bâtiment. Qui a une esthétique particulière, on va dire. Je suis toujours, moi, fixée dans mon idée de devenir archéologue. D'accord. Et pendant l'été de la L1 et L2, donc à l'époque, c'était c'était les années de transition licence DUG, exactement. Licence 1, licence 2, exactement. Je décide de participer à des fouilles archéologiques. Et ce qui est génial... C'était où ? C'était en France. Ok. C'est que sur le site du ministère de la Culture, tu as une sorte de carte de France qui recense en fait tous les sites archéologiques de France qui recherchent chaque année des bénévoles. D'accord. Et la plupart du temps, c'est assez méconnu, mais c'est les frais, donc l'hébergement, la nourriture est pris en charge. Donc c'est... Ah oui, donc t'es nourri, logé et tu fais des fouilles. Exactement. Donc tu peux postuler ça va de 10 jours à 4 semaines à 2 mois, ça dépend vraiment des sites. Moi, mon premier site, c'était alors en Lozère, dans un village qui s'appelle toujours Javol, et c'est un site gallo-romain. D'accord. Donc il y a tout un complexe, et nous, à cette époque-là, enfin l'année où j'y étais, on était à peu près une quarantaine pour fouiller le site d'une ancienne maison gallo-romaine. Oui. L'année suivante, j'ai fait 2 fouilles de plus petite durée. Une fouille dans la Somme, qui était sur un site plutôt paléolithique,
Donc c'était très tout ce qui était ossement, voilà, ce genre de choses. Et la deuxième fouille se déroulait du côté de Lamballe. C'était un ancien château fort qui donnait vraiment sur la mer en fait. D'accord. Et donc là on fouillait à la fois, on nettoyait une partie du mur et on fouillait une partie de ce qui était à l'époque une cuisine a priori. Ok. Pendant ces fouilles, évidemment, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient des études en archéologie, pour le coup, qui étaient plutôt à la fin de leurs études, qui faisaient leur mémoire, des archéologues qui bossaient pour l'Institut des recherches archéologiques. Et je me suis aperçue que c'était quand même pas du tout ce à quoi je m'attendais. D'accord. C'était quoi t'avais des désillusions plutôt ou tu t'attendais à un truc et puis finalement c'était pas ça et tu t'es dit il faut que je me réoriente? Bêtement, je m'attendais à en fait ce qu'on voit dans les films. J'avais pas c'est du ton tout côté Indiana Jones, c'est ça? J'avais pas du tout de recul sur le travail de fond d'un archéologue, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé, analyser toutes les différentes strates, cartographier, et puis souvent les archéologues sont spécialisés en fait, ce qui est logique, dans une période, donc ils vont plutôt se consacrer à un sujet en particulier pour toute leur carrière. Il faut passer l'agrégation, devenir professeur, publier des articles de recherche, donc c'est très académique, alors que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était fouiller en fait. Au final, fouiller, trouver des artefacts et puis me balader dans la jungle. Donc, rien à voir avec le vrai travail d'un archéologue. Ça, je m'en suis rendu compte tout au long de mes 2 fouilles. Ouais. Une profession assez aussi précaire quand on ne fait pas partie des élus, parce qu'en fait, ils enchaînent. Alors, c'était le cas à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ils enchaînaient souvent des contrats d'intérim ou en tout cas des contrats de courte durée. Donc, c'était difficile pour eux, en plus soit d'en vivre, soit de se projeter à long terme. Okay. C'est un métier passion, mais qui, comme beaucoup de métiers passion, comporte une part d'aléa. Ouais. Et en plus, de toute façon, c'était pas du tout ce que je me représentais. Oui, c'est ça. Donc, à la fin de la 2e année de bilicence, je décide de retourner du coup en droit, pur et simple. Droit privé ? En droit privé, okay. Donc en licence toujours à Paris 1. D'accord. Je ne savais pas quoi faire d'autre dans ma vie. Donc je me dis, bon, j'ai ça commencé arrive à plein de gens, je te rassure, ça arrive à plein de gens. Donc je me dis, bon, j'ai commencé cette formation en droit. Ça me réussit plutôt pas trop mal. Continuons en droit privé, voyons où ça nous mène. On m'a toujours dit que le droit, ça menait à tout. Bon, au pire, je verrai après la licence ou après le master. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je suis retournée en droit pur et dur, entre guillemets. Et donc, t'es arrivé jusqu'à un master 2, j'imagine? Un master 2, oui. En quelle matière? En fiscal. En fiscal. En droit fiscal. J'ai même fait un master 1 en droit fiscal. Ah oui. Les grands écarts est phénoménal parce qu'entre la bi-licence droit archéo, la licence de droit privé, le master 1 fiscal. Ouais, tu vois, bon, tu me diras, le fiscal, on se spécialise toujours en master 1, donc anciennement la maîtrise. Oui. Et c'est souvent après une licence de droit privé, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on envisage. C'est pas tout à fait logique. Tout de suite. Oui, c'est vrai. Ce qui a été. T'as eu un coup de cœur pour la fiscalité du coup à tes premiers cours de licence? Parce que du coup, on fait de la fiscalité en licence. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. J'avais un cours. Alors oui, il y a eu 2 facteurs, je pense, qui ont joué. J'ai eu une prof en licence 2, du coup, de finances publiques. Ouais. C'était une matière optionnelle et j'ai adoré. Elle rendait le cours tellement vivant. Non, mais je sais que comme ça paraît un petit peu bizarre, mais elle rendait le cours tellement accessible. C'était bien expliqué. Comme quoi, c'était vivant. L'importance des professeurs, tu vois, et des maîtres de conférences. Mais on n'insistera jamais. Parce que moi, finance publique, j'ai détesté. Mais vraiment, tu vois. C'est vraiment une matière. D'ailleurs, je m'en rappelle pas. mais je pense que c'est pas du tout un truc qui m'a intéressé. Mais c'est souvent grâce. Ou grâce à ça. Évidemment, on peut pas tout reporter non plus sur le maître de conférence, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Elle avait une façon. Moi, j'y connaissais rien en fiscalité. Assiette de l'impôt, je savais pas ce que ça voulait dire. Assiette, déjà, je savais pas ce que ça voulait dire. Enfin, hormis en matière de coûts de cuisine, mais ou même comment le budget de l'État est construit, comment ça se passe. Comment sont redistribués les impôts, j'avais vraiment aucune idée, zéro notion là-dessus, et elle a réussi à rendre ça de façon très concrète, très, très pédagogique.
Ok. Donc je me suis dit tiens c'est cool en fait Ça t'a plu. la fiscalité. Mais j'avais pas encore en tête de vraiment de me spécialiser dedans. Ensuite, il y a beaucoup de matières en droit que juste je n'affectionne pas du tout. Droit de la famille, ça me correspondait pas. Droit pénal, j'avais pas envie. Droit bancaire, ça m'intéressait pas. Droit de la concurrence, moyen. En fait, une fois que j'avais fait la liste, que j'avais rayé la liste de toutes les matières de droit qui ne m'intéressaient pas, je me dis bon bah en fait, il reste la fiscalité que j'ai quand même en introduction plutôt aimé. Ce que j'ai aimé aussi dedans, c'est l'aspect très économique, très concret. Au final, on arrive avec des chiffres. Donc, soit on retrouve nos petits et ça se passe bien, soit on les retrouve pas. Et en fait, il faut retravailler la méthode. Donc, ça reste très cartésien. Oui, c'est des maths en fait, un peu. C'est des maths, il y a une partie de mathématiques oui, dedans. Il y a une partie très concrète, très tangible. Enfin, tangible, j'ai passé le mot, mais en tout cas très, réel, A quoi. plus B égale ça. Et voilà ce à quoi je dois parvenir. Ou en tout cas, voilà le montant d'impôt dont je demande la restitution. Enfin, à la fin de la toute fin, ça reste des chiffres. Donc, j'arrive quand même à revenir sur quelque chose de concret plutôt que de me dire tel mot devrait être interprété de telle façon, etc. Voilà. Donc, Master 1, Master 2, droit fiscal. Master 1, Master 2, droit fiscal. Et ensuite, du coup, tu pars chez Deloitte. Et ensuite, je passe le barreau. Je décide de le CRFPA. Comme un mouton, en fait, tous mes amis en Master 1, Master 2 passaient le barreau. Moi, j'avais pas spécialement envie de... En fait, je m'étais pas du tout projetée. Je me suis dit... J'avais beaucoup hésité à l'époque à également tenter l'ENM, donc l'école de la magistrature, parce qu'il y avait ce côté intérêt public, fonction publique qui m'attirait. Donc, je passe le barreau. Ok, on l'a. Super. Je commence du coup les cours à l'EFB. Donc... 6 mois de stage en entreprise, en fiscalité chez Valeo. Ok, donc grosse entreprise industrielle. Équipementier automobile, direction fiscale, toute petite, 3 personnes, plus un stagiaire, donc plus moi. Donc super intéressant. Je vois à quel point, juste en parlant de fiscalité, le champ d'action est vaste. Fiscalité française et internationale, du coup. C'est ça. Or, US et Brésil, pour lequel ils avaient un fiscaliste sur place, à cause de spécificités purement locales. Mais sinon, c'était vraiment une équipe de 3 personnes et demie pour gérer la fiscalité monde de Valeo. Donc, j'arrive... une équipe de personnes ultra pédagogues, très pratico-pratiques, justement, pas du tout de consultation de 10 pages, ce genre de choses. C'est... l'expert comptable ou le comptable de telle filiale pose une question, en fait, la réponse doit tenir en 2 lignes. Après, tu peux, effectivement, si tu veux, mettre ton raisonnement en pièces jointes pour te rassurer ou en tout cas pour garder une trace de l'analyse, mais la réponse doit être oui, non, c'est déductible, c'est pas déductible, typiquement. Pas du tout de circonvolution ou tourner autour du pot en disant... Ça, c'est vraiment un travail qu'on n'apprend pas quand on est étudiant. Moi, je vois, parce que j'ai été étudiant en droit et juriste aussi d'entreprise, et je trouve que la fac ne nous prépare absolument pas. Tellement pas. Au synthétisme, qui est requis au sein des entreprises, et surtout au caractère ultra opérationnel. Absolument. Parce que c'est vrai que nous, on raisonne par raisonnement juridique, donc il y a un raisonnement juridique qu'il faut développer, qu'il faut expliquer. C'est ce qu'on a appris à faire pendant toutes nos études. On les explique par des cas pratiques, par des commentaires d'arrêt, par des dissertations, enfin bref, tout un ensemble d'exercices. Et quand on arrive en entreprise, tout ça, il faut... complètement faire 360. Et du coup, moi je me souviens, c'est un peu déstabilisant au début. Tu te dis, mais attends, je comprends pas, parce que j'ai fait tout ça, j'ai fait 5 ans de droit. Moi j'avais fait 6 ans, parce que j'avais redoublé en plus une année. Et en fait, je dois pas développer, je dois pas machin. Et on dit, mais non, parce qu'en fait, les opérationnels, ils s'en foutent. Mais exactement. Et de toute façon, ils ne liront pas. Donc après Valeo, t'as fait quoi ? Donc après Valeo, alors entre-temps, j'avais fait un stage, en fait, de Master 2, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas grave, chez Deloitte, chez Tâche Deloitte. D'accord. Et donc c'était mon stage de fin de Master 2 dans une équipe contentieux fiscal. Et c'est là où j'ai rencontré donc Michel Guichard, qui m'a ensuite recruté après l'EFB. Donc c'est de là, ça s'est très très bien passé. Et c'était quoi comme équipe ? Fiscalité contentieux fiscal. Contentieux fiscal. Contentieux fiscal, une équipe. Ça fonctionnait un petit peu comme un petit cabinet au sein de Tage. D'accord. Donc on faisait pas que
contrairement aux autres lignes de service, que du corporate tax, que de la TVA, que de la fiscalité personnelle. C'était vraiment quelque chose de plus large, où on intervenait sur des sujets quand les équipes, par exemple, avaient besoin d'un autre regard sur un contentieux qu'elles avaient en cours. L'un des directeurs, qui est ensuite devenu associé, mais aujourd'hui a quitté TAJ, était un député, ancien énarque, qui avait bossé en tant que rapporteur public pour les juridictions administratives. Donc, il avait aussi ce regard différent sur la profession d'avocat. Il était très 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 réactif, très orienté service client, mais vraiment il aurait tout fait pour ses clients. Et il avait une façon de voir le droit effectivement de façon différente, en essayant de toujours trouver la solution, une solution pratique à une problématique. Jamais alors la réponse est ça, mais sous réserve et au vraiment conditionnel, de la solution, quoi. De la solution et un vrai conseil en fait, parce que ce qu'on attend d'un avocat, c'est pas juste qu'ils nous disent voilà l'option A et l'option B, maintenant choisissez. C'est de s'engager. C'est de s'engager, de dire bon, pour des raisons de responsabilité, je pourrais pas te dire fais ci, mais en tout cas sache que moi je te conseille ça. Je te conseille ça, c'est ce que j'aurais fait, et si après ça se passe mal, je serai là aussi pour t'épauler, quoi. C'est ce que disait Élise d'Angleterre, que j'ai reçue dans ce podcast, qui disait moi aussi à un moment donné je prends parti et je donne entre guillemets ma solution, même si c'est pas la solution ultime, mais je m'engage. Ok, et donc là on est donc chez TAJ Deloitte en contentieux fiscal. Comment de TAJ Deloitte tu passes, donc en plus t'es en fiscal, à directrice juridique d'une boîte qui fait des jeux vidéo? Donc je finis mon cursus à l'EFB. Entre-temps, j'avais fait un stage chez Mazars. À la fin de l'EFB, je retourne du coup chez TAJ Deloitte en contentieux fiscal. À un moment, donc j'y suis restée 6 ans environ. À un moment, j'avais l'impression d'avoir cessé d'apprendre. J'aime beaucoup la fiscalité, mais n'empêche que si je me reconnecte à mes racines, c'est pas quand même ce que je voulais faire à la base. CF archéologie. Là, on reprend, on fait un bond dans le passé. Donc je me dis, et à vrai dire, quand j'ai commencé l'école du barreau, je savais que je serais pas juriste toute ma vie. Je le savais dès l'origine. Et encore moins fiscaliste. Donc, arrivé au bout de 6 ans, je commence un peu à me dire, c'est pas que je tourne en rond parce que j'ai fait ma place, les associés me font confiance, j'ai quand même pas mal d'autonomie sur mes dossiers, mais je n'ai plus, j'ai plus la foi, j'ai plus l'étincelle et j'ai juste plus envie en fait. Je n'ai plus envie d'exercer cette profession dans ces conditions, donc dans une très très grosse structure, avec une grosse hiérarchie, même si je bénéficiais quand même de conditions favorables. Donc je me dis, bon, je démissionne. Comme ça, sans rien. T'as pas de truc à côté, t'as pas de promesse d'embauche, tu démissionnes, tu dis j'ai besoin de temps pour voir, exactement. Etc. Je sais que si je ne démissionne pas, je sais que si je retrouve quelque chose à côté, c'est pour retomber dans le même travers que ce que j'ai vécu, donc ça ne sert à rien, autant se remettre en question complètement et prendre le temps de réfléchir. Donc je démissionne du jour au lendemain, en quelque sorte. Tout le monde est surpris et la plupart de mes collègues et associés même sont, inquiets pour moi parce que... Inquiets carrément. Inquiets en disant mais... En gros, qu'est-ce que tu vas devenir ? Si tu veux, on peut différer ta démission en attendant que tu retrouves quelque chose. Je dis non, mais en fait, voilà, j'ai remis ma lettre, c'est acté, je fais mon préavis et voilà. Et en fait, mais ne vous en faites pas, je m'en sortirai. Mais c'est une inquiétude que je peux comprendre parce que pendant très longtemps, j'ai eu la peur de partir. J'étais paralysée à l'idée de me dire je vais me planter. C'est compliqué de quitter un endroit dans lequel tu as tes habitudes, tes biens, la confiance de tes patrons. Forcément, exactement. J'avais une route toute tracée en quelque sorte. C'est pas évident. J'avais pas connu d'autres vraies expériences professionnelles. Donc c'était un peu mon premier quand même, là où j'ai tout appris, quasiment tout en quelque sorte. Donc c'est comme quitter une famille, quoi. C'est vais-je dormir sous un pont dans 2 ans Voilà, c'était vraiment des considérations de ce type que j'avais. Et c'est ce qui m'a vraiment freiné, c'était la peur de l'inconnu. Mais bon, à un moment, il faut quand même se lancer. Je suis passionnée de vin et spiritueux. J'avais fait des vendanges pendant mes études, parce que j'ai une amie qui vient de Dijon, et donc elle faisait ses vendanges.
Donc, me proposer de l'accompagner. Et il se trouve que ses parents sont des grands amateurs de vin. Et donc, tous les soirs, à table, on avait une super quille pour nous remettre des journées éreintantes des vendanges. Et c'est eux, en quelque sorte, qui m'ont fait découvrir le milieu du vin. Donc, je me dis, tentons de voir comment ça se passe dans ce milieu. Ok. Donc, je postule pour un master à Bordeaux, D'accord. À l'école Cage. Et c'est un master spécialisé, donc en 1 an, en management des vins et spiritueux. D'accord. L'avantage de cette formation, c'est qu'on peut le faire en alternance. Ok. Moi, j'avais pas envie de cesser complètement de travailler, Bien sûr. de faire 6 mois d'école et 6 mois de stage. Donc, je me dis, c'est génial, je postule, je passe un petit test, je passe l'entretien, je suis admise. Et du coup, je trouve ensuite une alternance dans une maison de champagne. Et donc, me voilà à Reims en 2019 pour 1 an à gérer le marketing et la com d'une petite maison de champagne. Donc, plus du tout dans le droit. Et plus du tout dans le droit, parce que j'avais envie de me dire, mais j'avais en fait l'impression, le terme va être un peu fort, mais de m'encrouter dans le droit, ouais. en tout cas dans mon poste. T'as eu besoin de te mettre un coup de fouet et de faire autre chose. Exactement, j'ai eu besoin de me mettre en danger. Bon, c'était un danger relatif, oui, mais en tout cas de me dire, je suis capable de recommencer quelque chose, de quasiment de zéro. Ouais. J'avais 0 connexion dans le monde du vin, quasiment 0. Pas de famille qui bosse là-dedans, pas du tout d'expérience professionnelle, j'ai jamais bossé ni comme caviste ni autre. Est-ce que j'ai les capacités de le faire ? Je ne le savais pas. Mm-hmm. Et en fait, oui, je peux. D'accord. Et c'est pas si terrible en fait. D'accord. Et finalement, c'est pas si effrayant. et c'est vraiment principalement l'enseignement que j'en ai tiré, c'est génial de réapprendre une nouvelle matière, d'être à nouveau baigné dans un environnement ultra créatif. La plupart de mes camarades de classe, ils avaient 22-23 ans. Oui. On était... Oui. Oui, parce que eux, ils sortaient pour le coup la plupart de Master 1 en fait, dans un cursus classique. Il y avait quelques personnes en reconversion, entre guillemets comme moi, mais on était vraiment une poignée. Et la plupart, moyenne d'âge de la promo, 24 ans, je dirais. Et donc, une fois que tu as fini cette alternance, comment ça s'est passé ? Alors, au milieu de cette alternance, du coup, premier confinement. Ah oui. C'était à ce moment-là. Mars 2020. Ouais, mars 2020. Ça faisait 6 mois, du coup, que je commençais à travailler. Et je me rends compte que... alors, la matière me passionne toujours autant, mais globalement, ça va pas très vite. Okay. La prise de décision dans le milieu du vin, bon, déjà le digital, n'en parlons pas, hormis quelques exceptions, oui. Mais le digital, c'est quand même... c'est pas vraiment la culture. C'est pas du tout la culture. Ouais. On parle quand même d'un produit qui est fait une fois par an, qui nécessite 1 an de production, donc bon, voilà. Et les prises de décision, faire une nouvelle étiquette, penser à un nouveau packaging, c'est des projets qui se déroulent sur... Enfin, ça se compte en années, quoi. Ouais. Et je me dis, en fait, non, je peux pas. Voilà, c'est pas possible. Ouais, c'est pas non plus dans ma personnalité. Ouais. J'ai de me dire, j'ai ce process de décision validé. Enfin, voilà, 1 an et demi pour sortir un truc, c'est pas possible. Ok. Pendant toute cette période, j'avais en fait le lien avec l'entreprise de jeux vidéo, c'est que un de mes clients, du coup, de Tâche de Loite, on a repris contact. D'accord. Pendant, alors ça, c'était juste au début de mon année d'études, ouais. Okay. Et il se trouve que c'est le CEO de Madbox. D'accord. Donc tu bossais déjà pour eux quand tu étais chez Tâche ? Alors pas pour Madbox, mais pour lui qui était devenu ailleurs. CEO de Madbox. Exactement. Okay. Et il me dit, écoute, je cherche un head of legal. Ouais. Voilà. On a super bien travaillé ensemble. Du coup, j'ai pensé à toi. Je me dis, mais c'est génial. C'est super. C'est trop cool. Parce que t'étais quand même une spécialiste d'une matière. C'est incroyable. La fiscalité. C'est incroyable. À la limite, tu t'aurais dit, je cherche un directeur fiscal. Ça aurait pu être... Enfin, je dirais pas que ça avait plus de sens, mais si, ça aurait été quand même plus cohérent. Ça aurait été compréhensible. Qu'ils te disent, je cherche un directeur fiscal, viens. Mais un directeur juridique. Il savait que je partageais la passion des jeux vidéo, cela dit, parce qu'on en avait déjà parlé auparavant. D'accord. Donc on avait ce point-là en commun quand même. T'as beaucoup de passion quand même, hein, oui. Parce qu'entre l'archéologie, le vin. J'aime bien. J'ai tendance vidéo, à avoir beaucoup de choses, oui. C'est bien. Ouais. Tu es boulimique de découverte. De curiosité. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était aussi là-dessus que ça a bien matché, entre guillemets. Donc, il me recontacte et je lui dis, franchement, ça a l'air trop cool. Go. Mais c'est juste que je viens d'entamer cette année d'études. Enfin, c'était le tout début de mon année d'alternance. Ouais. Donc, je lui dis, si c'est urgent,
franchement, ça aurait été probablement un gros yes, Bien mais là, sûr. je peux pas. Je suis en gros tenue, en tout cas à minima, jusqu'en octobre 2020. À la fin de mon alternance. Donc, si ta recherche est urgente, évidemment, je cède ma place à une quelqu'un personne d'autre, ouais. plus qualifiée. Il me dit non, mais c'est pas urgent, on se recontacte dans quelques mois, on se tient en courant. Et voilà. Pendant le premier confinement, j'ai cette reality check, entre guillemets, sur le rythme du vin, du Oui. monde du vin. Oui. Et en même temps, je faisais un mémoire sur justement la transmission de la culture du vin au sein de la génération Y et Z. Et je me rends compte que le digital est quand même le vecteur, Bien en sûr. tout cas un vecteur privilégié de transmission de la culture du Bien vin sûr. pour des personnes qui soit sont intimidées, parce que le langage du vin, c'est quand même particulier. Bien sûr. Ça peut être un peu exclusif. On a toujours un peu aussi cette image du vin un peu élitiste, un peu... Surtout en Bourgogne. Ouais, beaucoup en Bourgogne, en Champagne. Bon. En Bordeaux aussi. Et pour des personnes qui n'ont pas forcément de points de contact pour leur faire découvrir le vin en général, en fait, c'est quand même plus simple de prendre une appli, de scanner quelque chose, ou simplement de lire un post. Donc, je m'étais rendu compte que effectivement, il y avait ce côté digital que j'avais envie, en tout cas, de creuser et clairement de travailler dedans. Donc, on reprend contact avec Jean-Nicolas, du coup, CEO de Madbox, en mars 2020, et je lui dis, écoute, go. Ok. Et là, il me dit, ok, je te présente à Thomas, notre DRH, et ensuite, on lance la séquence. Et t'es arrivé quand chez eux exactement ? En novembre 2020. En Donc novembre 2020. Ouais, j'ai terminé du coup ma formation quand même. Ça fait pas un an ? J'ai commencé en 2021, pardon. Ah oui, d'accord. Non, attends. Non, 2020, Non, on est en 2021. j'ai commencé mon master en octobre 2019. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a eu le premier confinement et Mars je commençais. 2020. Ouais, c'est ça. Et donc, t'es arrivé en novembre 2020. C'est ça. 2020, 2020, ouais, c'est ça. c'est ça. Donc ça fait moins d'un an. On y Là, arrive. ça fait moins d'un an. Ok. Eh ben écoute, franchement, incroyable, non mais incroyable parcours. Je pense que les gens qui nous ont écoutés jusque-là, ils vont un peu halluciner. Désolée, c'était complètement confus. J'ai retourné dans le passé pour revenir dans le présent. Il fallait le faire pour comprendre. Et franchement, je pense que des parcours comme ça, effectivement, il en existe très peu. Et c'est la preuve que le droit mène à tout. Et qu'on peut arriver un peu dans plein de postes, même si on n'est pas directeur juridique, tu vois, peut-être qu'on va se dire on va prendre quelqu'un qui est spécialisé en M&A, qui est spécialisé en contrat, qui est spécialisé en, je sais pas, qui a déjà un parcours de juriste en entreprise, NTIC ou en data, en propriété intellectuelle, voilà, en pays, tu vois, mais en fait, bon, ok. Alors du coup, on va passer aux autres questions parce que j'en ai encore pas mal à te poser et je vois que le podcast tourne beaucoup. Du coup, est-ce que, t'es arrivé à ce poste-là, ok. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour arriver à ton poste ? Alors, en fait, tu les as un peu décrites, c'est-à-dire que tu es complètement sorti de ta zone de confort. Exactement. Et ton ancien client t'a fait confiance, en fait. Donc, Exactement. C'est de l'autoconditionnement. En fait, je m'étais autoconditionnée à ne pas sortir de ma zone de confort parce que j'avais fantasmé le truc comme étant quelque chose de suicidaire, que j'y arriverais pas. J'avais pas confiance en moi, en fait. Ouais. Tout simplement. Et faire le grand saut, ça t'a permis de gagner en confiance. Exactement, mais il faut se forcer à le faire, parce que effectivement, j'ai quand même eu beaucoup de retours, de commentaires d'anciens collègues en me disant ouais, quand même, tu pars sans rien. J'avais pas de rupture conventionnelle ou de chômage, en fait, donc c'était juste après de la débrouillardise et de se dire en fait, je sais que je vais vivre probablement une année ou deux difficile. Je vais faire une croix sur une partie de mon train de vie. Bon, oui, mais... Des sacrifices. Voilà. Prête à faire des sacrifices pour arriver à changer, en fait. C'est ça. Et l'état actuel prouve que j'ai eu raison. Et même, maintenant, je me dis, j'aurais même dû le faire plus tôt. Ouais. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait. Déjà, tu l'as fait. Et c'est vraiment bien. Super. Du coup... tu peux nous dire... Alors, du coup, maintenant, on va parler de Madbox et de ton rôle. C'est quoi ton rôle aujourd'hui, tes missions ? Alors, globalement, Madbox, c'est, je dirais, moi, je le considère comme mon client. Je suis restée dans cet état d'esprit. Évidemment, c'est sécuriser les opérations quotidiennes de Madbox d'un point de vue propriété intellectuelle, donc sécurisation des marques, défense contre les copycats.
principalement. Contrats, beaucoup de contrats, Ouais. beaucoup. En tout cas, tout ce qui est contrat, par exemple, avec d'autres publishers, avec la monétisation, voilà, tout ce qu'on peut faire pour monétiser les jeux vidéo. Et puis, une part également de compliance, faire en sorte que tout soit prêt, voilà, si on scale un nouveau jeu et si notre boîte continue à grandir. Et puis, d'une manière générale, je dirais, mais ça c'est plutôt un auto-challenge, c'est diffuser cette fameuse culture juridique au sein d'une start / scale-up. La question qui me taraude un peu, c'est tu t'es toujours considéré comme juriste ou tu te considérais comme une fiscaliste ou comme les deux? Parce que juriste, parce que tu vois, fiscaliste, c'est un métier à part entière. Oui. Alors, ça vient du droit, mais c'est quand même une matière particulière. C'est très Et du coup, pour switcher d'un poste de fiscaliste à un poste de juriste, je pense qu'il y a aussi un peu tu vois, il faut se révolutionner un peu si on ne se considère pas juriste. Je me suis toujours considérée comme juriste. D'accord. D'une part parce que simplement de par les études de droit que j'ai faites, ça reste des études de droit général entre guillemets. Oui. Je me suis spécialisée à un moment, mais le socle commun est là, c'est le droit. Fiscaliste, oui, par la force des choses en fait, mais dans l'état d'esprit, juriste, vraiment juriste. Okay. Ouais. Si, est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris? Précisément, donc la peur de l'échec, pour revenir sur le point précédent, parce que j'ai trop fait traîner en quelque sorte une situation dans laquelle je n'étais pas satisfaite, alors que j'aurais dû bouger bien avant. Donc j'ai remédié à la situation. Et ensuite, je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais en tout cas, j'avais vraiment ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. Donc, quand j'ai commencé à bosser en cabinet d'avocat, le mindset, c'était... on disait oui à toutes les recherches, en fait. On ne disait pas non à non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps de faire cette recherche, etc. Et c'est resté. Et du coup, j'ai jamais réussi, jusqu'à une période plus récente, à dire non à un nouveau dossier, en fait. Du coup, forcément, je me retrouvais sous l'eau. C'est compliqué en plus quand tu es avocat parce que tu es quand même là au service de tes clients. Donc, refuser des dossiers, c'est prendre le risque de perdre un client aussi. C'est ça, et c'est aussi quand on commence dans une nouvelle structure, forcément, on a envie de montrer ce qu'on sait faire, on a envie de s'intégrer, qu'on nous fasse confiance. Et dans mon état d'esprit de l'époque, c'était je prends le plus de dossiers possible pour montrer que j'en suis capable. D'accord. Et que oui, bien sûr, je vais le faire. Voilà. Forcément, à un moment, on se retrouve sous l'eau, donc c'est plus possible. Et on se retrouve à ne plus savoir comment gérer ses priorités, ou en tout cas à passer trop de temps sur des dossiers, à faire des heures pas possibles. Donc je pense que ça a été un gros enseignement de savoir aussi juste mettre une frontière et dire là, ce dossier-là ou cette deadline-là, c'est pas une vraie deadline en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de fausses urgences. Donc juste soit non, soit je le ferai, mais dans tel délai. Est-ce que ça te va? Voilà. Jamais un non définitif, toujours laisser une porte ouverte. D'accord. Mais en tout cas, oui, mettre plus de frontières en fait sur ce que je suis prête à accepter, ce qui en revanche n'est pas acceptable, et voilà. Est-ce que tu as une journée type? Je pense comme tous ceux qui ont participé à ce podcast, j'ai l'impression, je dirais non. J'essaie de décomposer quand même les journées de la façon suivante. La matinée, c'est vraiment, je suis à la disposition, entre guillemets, des équipes. Si elles ont des petites questions urgentes sur un jeu, sur typiquement un check de marque, de licence, des urgences. Donc que je peux traiter de façon très, on va dire, à court terme, donc en 30 minutes, 1 heure, 15 minutes. Et l'après-midi, je vais plus me poser sur des questions de fond, des questions, des sujets qui requièrent plus de concentration, plus de recherche. Donc sur que ce soit des contrats à revoir, le RGPD évidemment qui soulève beaucoup de sujets. Simplement plutôt le temps long, quoi. Le temps court le matin et le temps long l'après-midi. Exactement. Ok. Et est-ce que il y a des choses que tu dois entreprendre au quotidien pour mener à bien tes missions? Je dirais que c'est un peu la philosophie du juriste d'entreprise, c'est toujours se poser la question du pourquoi on se pose ces questions-là et pourquoi on le fait.
quand je revois un contrat, je revois pas un contrat pour revoir un contrat. Bien en sûr. fait, pour me dire telle clause ça ferait bien ou parce que. Oui. Sinon, ça reviendrait à justifier son temps de travail en faisant des choses qui n'ont pas spécialement de valeur ajoutée. Exactement. C'est pourquoi telle clause est importante dans la relation qui nous occupe en Ouais. fait. Parce que dans cette relation-là, qu'est-ce qu'on recherche au final avec tel publisher par exemple, un équilibre à ce niveau. D'avoir des avantages vis-à-vis de la publicité, du marketing par exemple, et c'est aussi savoir faire des concessions en fait. Je sais que j'ai des contrats qui seront pas techniquement parfaitement entre guillemets cadrés, qui seront peut-être à certains endroits déséquilibrés, mais parce que en fait j'ai obtenu un autre avantage à côté, et cet autre avantage me permet de me dire que la concession que j'ai faite d'un point de vue juridique est justifiée par l'avantage business. Bien sûr. Et c'est pour ça que quel que soit en fait le sujet sur lequel je suis toujours en binôme avec la personne qui est concernée par le contrat. D'accord. Donc notre CEO, les personnes qui gèrent toutes nos campagnes de performance, le directeur RH, le directeur financier, le CEO, toutes ces personnes-là en fait me disent quels sont les vrais points clés du contrat sur lesquels ils ne lâcheront pas, ou on ne doit pas lâcher parce que d'un point de vue business cela a du sens, ou alors cela nous causerait un préjudice. Et ensuite j'implémente dès que possible évidemment les best practices, mais toujours en ayant en tête du pourquoi cette modification que je propose, ou pourquoi cette clause que je propose d'ajouter a du sens et va servir en fait le business. Tu l'expliques, du coup tu fais du marketing juridique entre absolument, guillemets à chaque fois. Absolument, ouais. Là je suis en train de faire quelque chose qui c'est un projet à long terme, hein, encore une fois. On bosse beaucoup sur des outils collaboratifs chez Madbox, parce qu'on a une grosse culture de transparence et de diffusion de la culture, pas que juridique mais de la culture de comment on fait des jeux vidéo et ce genre de choses. Donc on passe par un outil qui s'appelle Notion. D'accord. Accessible à tous. Et là, je suis en train de préparer justement une sorte de micro-bible à l'attention des opérationnels pour, quand vous devez signer un MNDA, voilà ce qu'il faut faire, pourquoi c'est important de le faire, voilà nos best practices. Je ne vais pas en faire des juristes, mais au moins leur expliquer pourquoi c'est important, et voilà les quelques mots-clés à avoir en tête, parce que pour vous, ça va vous aider déjà. Vous comprendrez pourquoi on fait les choses. Et effectivement, je prépare un legal, on va dire, onboarding pour tous les opérationnels qui sont amenés à bosser avec moi sur les contrats, parce qu'au final, c'est eux qui gèrent, par exemple, leur campagne. Donc, ils sont honneurs de leur campagne. Et donc, c'est eux aussi qui gèrent le contrat de la campagne. Bien moi, sûr. Évidemment, je suis là pour Tu les les épauler. responsabilises. Mais tout à fait. Chaque directeur de pôle à Madbox a son portefeuille de projets, et il est honneur sur ses projets. Donc, voilà. Du coup, alors, la question que je veux te poser ensuite, c'est quel type d'entrepreneur, j'avais mis entrepreneuse, mais on dit plutôt entrepreneur, d'ailleurs c'est Lise d'Angleterre qui m'a reprise sur ce terme-là, quel type d'entrepreneur tu es? C'est une question difficile. En préparant notre podcast, j'y ai beaucoup pensé. Oui. Je saurais pas tellement répondre à cette question. De prime abord, je suis quand même quelqu'un de très prudent. Je pense que ça coïncide bien avec le côté juriste et risque, management. En général, quand on est juriste, on ne prend pas des risques inconsidérés. On fait attention. Exactement. Donc, j'ai plutôt tendance à analyser ou suranalyser la situation avant de me dire je vais me lancer dans quelque chose. Donc, l'analyse de la prise de risque. L'analyse de la prise de risque. Maintenant, je sais que à Madbox, il y a une sorte de... Je sais pas comment décrire, mais c'est une sorte d'énergie qui fait que les choses se font de façon plus spontanée. Oui. Je dis pas que c'est la culture des jeux vidéo qui est comme ça, ou c'est la culture de l'entreprise? Non, c'est vraiment la culture de l'entreprise. D'accord. Ouais, je pense que c'est... Pour le coup, j'ai jamais travaillé dans d'autres boîtes de jeux vidéo, donc je sais pas du tout comment ça se passe au niveau juridique ou même autre à ce niveau, mais je pense que c'est très spécifique à Madbox, où on est très sur un régime... Enfin, on est beaucoup dans le partage de connaissances et dans... comment dire, on pousse les gens à prendre des risques, justement, à tester, et pas que en juridique, hein, mais
on va tester des nouvelles features, on va toujours tester parce que c'est en testant, sûr. en réitérant, en se plantant, en retestant, qu'à un moment on va arriver à une innovation en fait. Oui. Et tu peux pas sortir des nouveautés si tu te mets pas un peu à sortir des sentiers battus, quoi. Exactement. Et je pense que c'est aussi ça vient peut-être de la culture du jeu vidéo dans le sens où quand on joue à un jeu, on va mourir. Enfin, voilà, on sait pas ce qui nous attend, donc on se balade avec notre petit personnage, on rencontre un boss, ok, on connaît pas ses techniques, bon, on meurt, ok, on y retourne. Ok, on a appris sa première technique, voilà. Mais on remeurt. Donc hop, on y retourne. Maintenant qu'on est mieux préparé, on a notre potion, voilà. on a amélioré nos armes on connaît ces 2 phases. Hop, on y retourne et puis c'est la culture de la exactement. Voilà. C'est la culture de la réitération et tant que ça marche pas, en tout cas, c'est important de se poser et de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, d'en tirer les leçons et du coup d'améliorer nos méthodes, notre réflexion pour y arriver. Mais tout comme comme dans un raid de jeux vidéo, quoi. Oui. Finalement, la première fois, on sait qu'on va se planter. Ou presque. Oui, c'est rare d'y arriver dès le premier coup. Sinon, c'est que tu as triché. T'as été lire sur les forums tout de suite ce qu'il fallait faire. Tu as craqué une version. Exactement. Est-ce que du coup, tu peux dire que tu prends des risques dans ta vie d'entrepreneur du droit ? Et si oui, c'est quoi ? Je pense que d'entrepreneur du droit, je ne sais pas. Le premier risque que j'ai pris, c'est effectivement de me remettre en question du tout. Ça, c'était le plus gros risque globalement d'une manière générale. Ouais. Le deuxième risque, c'est que je tente. Typiquement, je m'aperçois que l'univers des jeux vidéo, c'est un univers qui est relativement méconnu. Même d'un point de vue propriété intellectuelle auprès des offices, typiquement INPI ou Office européen de dépôt de la propriété intellectuelle, en fait, je vais essayer d'avoir des contacts pour me dire peut-être qu'on pourrait, nous, entreprises du jeu vidéo mobile, sensibiliser ces institutions, les magistrats, pourquoi pas, les juridictions, à notre vocabulaire, à pourquoi notre secteur est spécifique en termes de commercialisation, en termes de propriété intellectuelle. Ouais. Et c'est... Petit à petit, c'est essayer d'avoir accès à ces personnes. Donc, on avance dans le noir. Je ne l'ai jamais fait. En fait... Ouais, tu te mets en danger aussi. C'est-à-dire que tu testes des nouvelles méthodes. Je vais contacter telle ou telle personne qui ne me connaît pas. Ouais. En fait, c'est pas grave. Au pire, elles me répondent pas. Et puis, tu te mets en danger, en fait. Tu te mets en danger au service de l'entreprise pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. C'est ça. Et de l'industrie, j'espère. Écoute, j'en suis pas encore là. Hein, mais en tout cas, aujourd'hui, tout le monde ou presque tout le monde joue en fait à un jeu sur son téléphone. L'industrie du jeu mobile, ça représente en termes de temps et d'argent dépensé dans le jeu des montants considérables. Oui. Et pas uniquement au niveau mondial, mais également en Europe et en France. Et finalement, c'est assez peu considéré par les institutions, par les juridictions. Qui vont par exemple dans des litiges typiquement sur la propriété intellectuelle, la concurrence déloyale ou le parasitisme, ne pas tellement savoir comment appréhender en fait le dossier. Donc, d'accord, par méconnaissance. Sûrement, ouais, par manque de connaissances. Et puis c'est vrai qu'on a un mode de fonctionnement qui est spécifique, un langage spécifique, mais comme toute autre industrie. Bien sûr. Mais en tout cas, la particularité aussi de notre secteur, c'est que ça va quand même très vite. Donc, oui, c'est le principe du jeu vidéo. Voilà, exactement. Ça télécharge, ça charge vite. Ça charge vite. Pour certains jeux qu'on appelle hyper casual, donc des jeux qui sont pas très longs à produire, assez génériques, qui visent un public de 7 à 97 ans. Du coup, Madbox fait des jeux sur mobile, ou sur d'autres... Que sur mobile. Ouais, on a une culture vraiment du mobile parce que justement on a cette culture de l'accessibilité. Et c'est quoi les jeux si tu peux en citer Bien sûr, Stickman Hook, Parkour Race, Sausage Flip, Dash Valley, Golf Race. Est-ce que tu testes toi des nouveaux jeux du coup ? Bien sûr. Ce qui est génial en fait, peut-être que ce qui fait notre particularité, c'est que n'importe qui à Madbox peut donner son feedback sur un jeu, peut même proposer des concepts de jeu. D'accord. Parce qu'on est tous des joueurs en fait. Ouais. La façon dont on voit les choses, c'est que... Tu jouais avant ? Ouais. Ok, avant d'arriver chez Madbox, tu jouais déjà ? Ouais. Oh, ok. On est tous... pas forcément des passionnés, des gros passionnés de jeux vidéo, mais en tout cas, on est tous joueurs et le jeu vidéo est globalement un centre d'intérêt commun
à tous les salariés de Madbox. Donc on a tous quelque chose à apporter, on a tous cette fibre du fil, de la mécanique, du thème. Donc on se voit plus comme des passionnés réunis autour d'un centre d'intérêt commun qui est le jeu vidéo, avec chacun notre petite spécificité. Oui. Moi je suis artiste, moi je suis juriste, toi t'es DRH, mais pas l'inverse. Voilà, c'est pas un DRH, un juriste, un développeur qui se sont retrouvés là pour faire des jeux vidéo. Ce sont des passionnés de jeux vidéo qui se sont retrouvés autour de... Voilà. Je comprends. Je sais pas si c'est très bien expliqué, mais c'est... Si, en fait, il y a une passion c'est- commune qui vous Voilà. regroupe avant tout, et puis ensuite chacun a son background et son expertise. Exactement. Et pour toi, c'est le droit. Exactement. Mais avant toute chose, t'es une passionnée de jeux vidéo. Ouais. Et c'est ce qui fait que n'importe qui, et vraiment n'importe qui, peut tester un jeu et dire ah bah tiens, parce qu'après tout on joue tous et donc on ressent tous des choses différentes dans un jeu, on est tous légitimes en fait à Ouais. faire part de ce qu'on a ressenti en jouant à un jeu, donc moi je peux envoyer un petit Slack précisément au manager qui est sur le projet en disant tiens, j'ai testé ton jeu, là je trouve que c'est pas mal, là quand je saute il y a un effet un peu bizarre, et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok. Si, qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier? Je dirais apprendre, continuer à lire. Donc, j'ai un background plutôt de fiscaliste. Oui. Ce que je fais à Madbox, je ne l'avais jamais fait avant. En termes de propriété intellectuelle, en termes même de RGPD. Oui, t'as appris plein de nouvelles choses Exactement, j'ai appris sur le tas, Ouais. on peut le dire. Comme Donc, quoi c'est faisable en fait. Hein. et comme quoi c'est accessible si vois, on a l'envie et la curiosité. Et tu vois, moi, de mon point de vue de cabinet de recrutement, chasseur de tête, c'est vrai que, bon, je ne vais pas envoyer un tacle à mes clients, mais quand même, c'est rare de voir des clients qui sont prêts et qui soient prêts à sortir complètement des sentiers battus, prendre quelqu'un qui vient complètement d'un univers différent. Toi, c'est un client, il te connaissait, il l'a fait, il a eu confiance en toi parce qu'il avait travaillé avec toi auparavant. Oui. Mais tu vois, nous, quand il y a un client vient nous voir et qui nous dit « Je veux un responsable juridique spécialisé dans telle matière », bah, tu vas pas lui sortir quelque chose qui vient... Tu peux pas, tu vois. Après, tu peux éventuellement rencontrer quelqu'un que tu trouves génial, super, avec un état d'esprit incroyable, une envie de progresser. Et parce que d'ailleurs, je pense que quand on est juriste, on apprend tous les jours et on progresse et on peut sortir de son sentier battu. Mais à un moment donné, si le client vient nous voir et qu'il paye un cabinet de recrutement, c'est quand même qu'il veut un cahier des charges et qu'il veut qu'on le respecte à minima, tu vois. Et donc ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, tu vois, j'ai jamais été confronté à ça dans le cadre de mon métier. Et finalement, ce qui t'a permis de le faire, c'est quand même que le CEO de Madbox te connaissait. Oui. Et m'a fait confiance. Et il t'a fait confiance, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, en fait, il t'a un peu permis de changer de vie professionnelle. Absolument. Mais il t'a permis de changer de vie. Absolument. Quoi. Il savait que j'étais fiscaliste, hein, donc parce que c'était quand même mon métier à la base. Moi, je lui ai dit clairement, si je pars en entreprise, je ne ferai pas de fiscalité. D'accord. Je peux en faire à la marge, parce que après tout, j'ai quand même des facilités. Bien sûr. Donc évidemment, il n'y a aucun problème pour assister en termes de fiscalité, mais ce n'est plus ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et il l'a très bien vécu. Donc en fait, ce que tu nous dis, je reprends parce que tout à l'heure, tu nous as expliqué que finalement, chez Tâche Deloitte, tu étais arrivé à une certaine zone de confort, tu n'apprenais plus. C'était pas uniquement l'exercice du métier d'avocat, c'était aussi la matière. Un des intérêts de la matière, oui. Voilà, tu avais fait... Alors tu dis, on fait jamais vraiment le tour, ce qui est vrai, mais voilà, tu n'avais plus le sentiment... À mon niveau, voilà, à ton niveau, tu n'avais plus le sentiment d'apprendre. Bien sûr, il y a des millions de choses dans la fiscalité. Il y avait la hiérarchie, il y avait... Voilà. Ok, mais du coup, c'est intéressant. Tu voulais plus... Donc, finalement, quand il a toqué à ta porte, il y avait plein de choses qui ont répondu à tes C'était un alignement de planètes, vraiment. C'est super, ça. Et je trouve que moi, j'ai un souvenir qui m'a vraiment marqué. Parce que j'avais déjà ce type de questionnement à l'EFB. Donc j'avais mon master 2, j'avais fait mon PPI chez Valeo. Ouais. Et je cherchais mon stage final. Et une autre matière pour le coup qui m'intéressait à la fac, c'était le droit social. D'accord. Donc je me dis, je vais quand même tenter de postuler pour mon stage final dans des cabinets d'avocats en droit social. Mmh. Et en fait, je me suis pris que des refus parce que les cabinets ne cherchaient que des
étudiants Bien sûr. ayant un master 2 en droit social. Mais bien sûr, bien sûr. Et je me dis, mais en fait, c'est-à-dire que alors même qu'on n'a même pas commencé notre carrière, on est déjà, entre guillemets, condamné en quelque sorte on est étiqueté. à rester là-dedans. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Bah, je comprends d'un point de vue de l'employeur. Si tu veux, voilà. on vit dans un monde de spécialistes en fait, et d'hyper spécialistes, et la matière juridique n'échappe pas à ça. Et moi, ça fait 10 ans que je recrute des gens pour des clients. J'ai rarement innové au point de proposer quelqu'un qui était complètement en dehors des clous parce que le client m'aurait pas fait confiance. Là où j'arrive à les faire fléchir, entre guillemets, c'est sur la seniorité. Ouais. J'ai souvent réussi à recruter des gens beaucoup plus juniors que le poste, voire beaucoup plus seniors. Mais ça, c'est parce que c'est les personnalités qui font qu'on fait confiance au candidat. Mais malgré tout, le candidat, il est dans la matière. Tu vois, c'est compliqué d'aller chercher quelqu'un. Alors après, quand c'est un junior, on se fiche un peu de ce qu'il a fait avant parce qu'il sort d'un master. Oui. Mais en général, nous, les clients viennent pas trop nous voir parce qu'ils savent recruter des juniors. Tu vois, c'est moins compliqué. Mais par contre, des gens avec de l'expérience, souvent, ils recherchent une expertise et ils veulent pas innover, tu vois. Et d'une certaine façon, je les comprends aussi parce que s'ils font appel à nous, c'est qu'ils doivent gagner du temps et de l'argent. Et nous, on est là pour leur présenter tout de suite le produit, j'aime pas dire ça, ou le profil entre guillemets qui leur convient, quoi. Donc, je remets pas du tout en cause cette recherche de spécialistes qui est nécessaire. Mais c'est vrai que ça laisse peu de place finalement à la prise de risque, de changement de direction. Oui. Donc je comprends que ça peut générer en tout cas une frustration. Du coup, alors je sais pas si tu vas remercier la même personne, mais tu vas nous dire, est-ce qu'il y a une personne dans ton parcours qui t'a aidé et que tu aimerais remercier ? Donc j'avais préparé une réponse, j'ai écrit, c'est une réponse très candide et très niaise, mes parents. Mais je pense que oui, parce que en fait, ils ont tout quitté en Chine. Oui. C'est un parcours encore incroyable. Enfin bon, c'est une autre histoire. Bien sûr. Mais donc moi, je suis née en 87, 89. Voilà, ce qui se passe à Pékin a traumatisé mon père. Ouais. Et il s'est dit, ma fille, enfin c'est ce qu'il m'a dit. Je ne veux pas que ma fille grandisse en fait dans un environnement où elle est en danger en tant qu'étudiante, où elle pourrait se retrouver en danger. Donc ils ont vraiment tout quitté. Pour la France, ils ont un parcours encore. Ils m'ont beaucoup appris dans le sens où, en termes de prise de risque, c'est quand même, je pense, l'exemple. Tu peux pas faire plus. Je pourrais pas du tout les égaler. Quitter un pays, c'est quand même, c'est pas rien. Leur famille. Mon père, lui, il a quitté sa famille à l'âge de 15 ans pour s'engager dans l'armée parce qu'à l'époque, c'était l'une des rares voies pour s'en sortir. En fait, pour se sortir de sa campagne où il ne voyait pas du tout de futur. Ma mère, c'était pareil. Ma grand-mère, la mère de ma mère ne sait quasiment pas lire et écrire. C'était la première de sa famille à faire des études, à sortir encore une fois de sa ville de province pour aller à Xi'an, puis Pékin. Toutes ces femmes et de ma famille m'ont quand même appris beaucoup de choses, quoi. À croire en mes valeurs, défendre mes positions, ne pas lâcher, avoir du courage. Donc, je pense que c'est vraiment elle que j'ai envie de remercier. Je vois que ça t'émeut d'en parler. Tu voulais remercier aussi Michel Guichard, je crois. Oui, Michel, qui est donc actuellement bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, qui du coup a été le premier associé en fait à en quelque sorte me prendre sous son aile. C'est lui qui me manageait pendant mon stage de Master 2. Ensuite, du coup, c'était lui qui était à la tête du département contentieux fiscal et TVA. Il m'a accompagné tout au long de mon parcours. C'est lui qui m'a appris à rédiger mes premières réponses, mes premières consultations. Voilà, il a toujours été là en quelque sorte. C'est ton mentor en fait. C'est je peux vraiment considérer que c'est mon mentor. Ok. Est-ce qu'il y a un film, un livre ou une œuvre qui t'a marqué parce qu'elle a pu te faire évoluer ? Dernièrement, j'ai lu, alors ça c'est plutôt d'un point de vue purement professionnel, No Rules, sur un petit peu la culture justement chez Netflix. Comment ça se passe chez eux, par exemple, comment la culture de l'ownership se traduit. Donc ça, c'était hyper intéressant. À un moment, ils expliquent par exemple qu'il n'y a pas d'enveloppe, par exemple, budgétaire pour les notes de frais. Les notes de frais, si un collaborateur estime qu'il faut, acheter une télé à $10 000 parce que le patron de Samsung arrive et que c'est
c'est peut-être ça qui va déclencher la signature du contrat. Ouais. Et ben en fait, ok. Ok, d'accord. Par contre, s'il se plante, là effectivement, il prend ses responsabilités. C'est un exemple. mais je trouve qu'en termes de confiance, peut-être qu'il y a sûrement des leçons à en tirer. D'accord. Plutôt que de contrôler en amont, se dire, on laisse la possibilité en fait au collaborateur de prendre l'initiative, parce qu'a priori c'est lui qui connaît son projet, donc il devrait être dans la meilleure position pour savoir comment ça se passe, avec toujours en tête l'intérêt de la boîte. Bien sûr. Si j'engage telle dépense, si j'engage telle initiative, est-ce que c'est dans l'intérêt de la boîte ? Et ensuite, voir les retombées. Et en fonction des retombées, se dire oui, c'était une bonne idée, non, c'était pas une bonne idée. D'accord. Voilà, plutôt que de se dire tu as une enveloppe de 100 €, démerde-toi avec 100 €. Ouais, c'est du. C'est du. On te fait confiance et si ça fonctionne, tant mieux, quoi. Si ça fonctionne, en fait, on aura eu raison de te faire confiance. Un peu comme si tu étais un patron de l'entreprise. Exactement. Directement. Donc Exactement. ça responsabilise et ça donne beaucoup de pouvoir aux collaborateurs, j'imagine. Ça doit être intéressant. Et les films les livres de Martin Winkler sur tout ce qui est les parcours de soins, le corps des femmes, ça je trouve ça vraiment très très, ça m'a beaucoup bouleversée à titre personnel. Voilà. Ok. Du coup, bon, je pense que la réponse elle est évidente, mais si tu n'avais pas décidé de devenir directeur juridique chez Madbox et donc entrepreneur du droit, tu serais, je pense, devenu entrepreneur dans un autre domaine. Oui, mais pourquoi pas, hein, c'est pas encore. D'ailleurs, c'est toujours possible. Exactement. Je rêve de faire mon propre whisky, en fait, d'avoir ma distillerie. Ça, c'est un vrai truc, ouais. Tu es fan de whisky aussi ? Je suis fan de whisky aussi, mais aussi de gin, de rhum. Plein de choses, enfin de plein de spiritueux en fait, qu'on fasse de une soirée, cognac, alors. mais carrément, mais avec plaisir. Il va falloir prendre un taxi pour rentrer par contre. Une masterclass ou une dégustation, franchement, avec plaisir. Ok. Donc oui, j'aurais probablement, c'est en tout cas quelque chose qui me tente. Oui, parce que de toute façon, quand tu as fait ton master en vin, en alternance, tu étais parti pour faire autre chose que du droit. Oui. Donc, à la base, oui. Donc en fait, bien évidemment, tu pourrais et tu aurais pu faire autre chose que une carrière d'entrepreneur du droit. Exactement. Donc voilà, là-dessus ou d'autres, mais de façon, quelque chose pour toujours dans les vins et spiritueux, mais pour peut-être rendre la matière plus accessible, j'avais pensé à une appli ou quelque chose de mise en relation avec des cavistes, pour aussi familiariser, accroître le tissu local en fait, c'est-à-dire il n'y a pas forcément des chaînes, il y a beaucoup de cavistes en France qu'on ne connaît pas et dans les villes qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, quelque chose de social en tout cas, toujours tourné vers le partage et la découverte. Ok, merci. Si on arrive à la dernière question de ce podcast, quel conseil tu pourrais donner, toi, à un juriste ou un fiscaliste, ou un ou une juriste ou fiscaliste, qui rêve d'occuper un poste de directrice juridique, de directrice fiscale et d'entrepreneur du droit? Alors, je ne sais pas si ce serait un bon conseil parce que j'ai quand même conscience d'avoir eu de la chance dans mon parcours, d'avoir rencontré des personnes qui m'ont... Tu as su saisir les opportunités. Ouais, moi, je pense que la chance... je sais pas, mais... La chance, c'est un truc qui marche au loto, au jeu de hasard, mais... Bon, tu as eu des rencontres, à mon avis, qui t'ont permis mais tu les as saisies, ces opportunités. Donc on dit souvent la chance sourit aux audacieux, donc t'as eu l'audace de prendre ces opportunités là, mais donc du coup je dirais ne pas se mettre de barrière en fait, s'autoriser à prendre le temps de réfléchir, à prendre le temps de se poser les bonnes questions. La vie n'est pas toute tracée, la preuve en est. Je pense qu'on est de plus en plus, et pas que dans le droit, mais d'une manière générale, de personnes à changer radicalement de parcours. Et même parmi mes anciens collègues, j'ai pas mal d'exemples. Donc, ne pas s'auto-limiter, se dire qu'on allait avoir confiance aussi en soi, en ses capacités, et puis s'autoriser à faire les choses, tout simplement. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Romain. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, pour ce parcours incroyable et
et loin d'être linéaire, on peut même dire complètement chaotique, Oui. mais ultra intéressant et inspirant, j'espère. Merci. En tout cas pour nos auditeurs et auditrices. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Faites Légal.